Donc tout d'abord, merci d'être là. Et donc moi je suis Gabrielle Rossi, je suis co-directrice du Florida. Donc le Florida est géré par une association loi 1901 qui s'appelle l'Association pour le développement de l'expression musicale. Depuis 93, on gère ce lieu de culture. Où sont passés dans les années 30, les années folles, on va dire, aussi bien Joséphine Baker que Piaf et tant d'autres. Aujourd'hui, ce sont des artistes internationaux, professionnels qui viennent au Florida. Ce sont également des amateurs. Mais le Florida n'est pas qu'un lieu de spectacle et de concerts. On fait beaucoup de choses à côté. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon, je pense que je vais monopoliser toute la soirée. Mais quoi qu'il en soit, moi en tout cas, je voulais remercier donc le Crédit Coopératif, le talentueux collectif ACDC 47 qui est là, mais Célia les présentera tout à l'heure pour cette soirée unique où on a quand même le privilège ce soir d'accueillir Anne et Patrick Beauvillard qui vont nous parler de coopération, de maturité coopérative, évidemment. J'en perds mes mots, j'ai pas l'habitude. Et donc, j'espère que ce soir, à travers ce que Anne et Patrick vont nous dire sur la coopération, et puis à travers notamment aussi le projet de ACDC, on saura, en tout cas, dépasser les mots et agir pour faire que la coopération soit un enjeu réel, sincère sur ce territoire, sur ces territoires, et que ils nous servent aussi bien à nous tous, au territoire du Lot-et-Garonne, et bien sûr aujourd'hui et surtout pour demain. Je vais laisser la parole à Monsieur Bancel. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Jean-Louis Bancel, le président du Crédit Coopératif, et je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Notre banque, qui est présente sur l'ensemble du territoire national, est très attachée à la dimension de la vie dans les territoires, parce que un pays comme le nôtre, un grand pays développé comme la France, vit aussi par la force de ces territoires. Et donc, nous organisons traditionnellement notre vie coopérative avec deux moments dans l'année. Le moment du printemps qui est les assemblées générales statutaires, où nous convions nos sociétaires à venir délibérer, parce que le principe coopératif, une personne, une voix, ça n'est pas simplement mettre un bulletin de vote, c'est s'exprimer, c'est délibérer dans les moments forts que sont les assemblées générales régionales. Et puis il y a le deuxième temps, qui est le temps automnal, qui est celui où nous mettons en valeur ce qui fait, je pense, la force de notre banque, où on ne parle pas de nous, mais on parle de ceux qui font vivre, d'un point de vue économique et d'un point de vue social, nos territoires et donc notre pays. Et donc c'est le cas ce soir. Et donc je remercie en particulier le Florida d'avoir proposé d'accueillir l'événement pour ce territoire de la Nouvelle-Aquitaine, d'avoir donc dans la salle des gens qui semblent intéressés, et je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus à entendre ce qu'il y a à dire. Je voudrais dire, donc vous le savez, ça va être l'occasion, pour ceux qui les connaissent ou ne les connaissent moins, d'entendre les représentants de la structure ACDC 47 qui va vous expliquer combien on peut s'engager par soi-même à faire vivre un territoire. Je peux vous dire que nous étions en réunion tout à l'heure avec le conseil départemental et que nous avons entendu des propos, et si nous avons contribué en tant que crédit coopératif à ce que le conseil départemental semble vivement intéressé aux engagements pris par ACDC, et puis plus illustrativement, j'allais dire, nous entendrons donc Anne et Patrick Beauvillard qui vont vous expliquer, comme il a été dit, comment la coopération, la dimension de coopération prend des formes diverses et variées. On se connaît depuis un certain temps avec Anne et Patrick, qui sont soutenus dans leur démarche
j'utilise volontairement le mot démarche, bien évidemment, entre autres par la fondation du Crédit Coopératif, parce que je pense qu'il contribue à montrer comment la démarche coopérative est une démarche constructive pour les territoires. Je terminerai sur ce point. Il est très important pour nous, pour ceux d'entre nous qui connaissent notre maison, pour ceux qui la connaissent peut-être moins, nous disons une autre banque est possible. Et ce qu'on veut démontrer à travers ces événements, c'est que en entendant nos sociétaires, nos représentants, puisque Madame la directrice, vous êtes membre du comité local de l'Agence du Crédit Coopératif, en mettant en valeur des initiatives comme celle de la CDC ou les démarches de nos amis Beauvillard, en fait, nous vous apportons plus que simplement parler de la banque et de ses produits. Ça n'est pas le but, l'objectif de ce soir. Donc après, il y a des collègues le directeur du centre d'affaires, il y a des chargés de clientèle qui après, dans la soirée, seront à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus, mais je pense que c'est ça qu'on va partager. Il y a un dernier volet qu'on ne traitera pas ce soir, qui me paraît un deuxième sujet très important pour notre pays aujourd'hui, enfin en tout cas pour l'économie sociale et solidaire à laquelle nous sommes très attachés. Nous l'avons traité le 22 novembre dernier dans la rencontre nationale du Crédit Coopératif, qui est la transmission générationnelle dans l'économie sociale et solidaire. C'est un sujet qui sera peut-être moins traité aujourd'hui, mais quoique, je ne sais pas ce que Anne et Patrick nous réservent. En tout cas, ça nous apparaît un deuxième défi très important. Et donc, je suis très heureux que la soirée soit sous ces auspices, en tout cas des territoires. Merci et bonne soirée. Je vous présente d'ores et déjà toutes mes excuses avec Christine Jaglin, notre directrice générale, et Jérôme Sadier, le vice-président délégué. Nous sommes contraints de repartir en TGV ce soir parce qu'on a des obligations professionnelles demain matin à Paris, mais nous repartons en plus en TGV pour demain à Narbonne parce que nous avons une rencontre du même cadre que ceci à Narbonne. Alors vous me direz de Agen à Narbonne, repasser par Paris, c'est peut-être pas le plus simple, mais il y a des contraintes professionnelles. Voilà, merci. Oh, c'est en TGV, hein, tout de même, bon, on fait le mieux qu'on peut. Allez. Donc je pense que maintenant, c'est à nos amis de la CDC de prendre la relève. Bonsoir, merci beaucoup à toutes et tous d'être réunis ce soir pour ce 5e événement organisé par le collectif ACDC 47. Alors ACDC, qu'est-ce que c'est ? C'est l'atelier créatif de développement collaboratif qui a été créé en 2014. Aujourd'hui, il regroupe des associations, donc au fil des Séounes, la Ligue de l'enseignement, l'ADEME Florida, aux côtés de coopératives, Biocoop Prévert, le Crédit Coopératif, donc SCOP, Biocoop Prévert, le Crédit Coopératif, la SCOP Avenir Énergie Renouvelable et la coopérative des vignerons de Buzet. Tous ces acteurs lot-et-garonnais se retrouvant autour des valeurs de l'économie sociale et solidaire, donc valeurs d'utilité sociale, de coopération évidemment, avec une notion d'ancrage local qui est adaptée aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Évidemment, leurs activités ne visent pas l'enrichissement personnel, mais le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l'homme et de son environnement. Entrez-vous. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la description du collectif. On aura un petit temps après l'intervention d'Anne et Patrick et les échanges qu'il y aura eu avec vous, public, pour présenter un projet qui nous tient vraiment à cœur pour le territoire. Là, je vais juste vous dire un petit peu le déroulement de la soirée pour que vous ayez une idée des horaires, tout simplement. Donc, l'intervention d'Anne et Patrick Beauvillard donc, sur les chemins de la coopération va débuter très bientôt, 18h15. On aura 1 heure pour cette intervention et les échanges aussi qui sont très importants entre Anne et Patrick et puis l'ensemble des personnes présentes, celles qui voudront s'exprimer. Et à 19h15, le collectif, nous reviendrons pour vous présenter notre projet de livre blanc pour Lot-et-Garonne. On prendra bien sûr le temps de nouveau d'échanger avec vous sur ce projet. Et à 19h45, on vous invitera à prolonger ces échanges, mais autour d'un buffet. Voilà. Donc ça se passera en bas, à l'entrée, dans le hall du Florida. Donc encore merci à tous. Et puis je passe la parole donc à Jean-Luc Bazère qui va vous présenter
la soirée, l'intervention d'Anne et Patrick. Merci Célia. Bien, notre soirée a donc pour terme général coopération et territoire. On ne peut pas s'arrêter ce soir à la simple définition littérale de coopérer. Coopérer, agir ensemble dans un but commun, soit. Nous devons essayer de comprendre comment coopérer, comment la coopération se met en action, comment la coopération peut devenir un formidable outil de développement territorial, comment la coopération peut être un levier majeur pour traverser les transitions en cours, économiques, écologiques, sociales, démocratiques. Pour cela, nous avons fait appel à deux amis, Anne et Patrick Beauvillard, dont nous suivons les travaux depuis maintenant plusieurs années. Anne est coach professionnelle. Elle travaille sur la relation à soi comme clé de la relation à l'autre et de la transformation sociale. Patrick, ancien directeur du département de transformation d'une grande entreprise de technologie, quant à lui, travaille à élargir les méthodes de management de projets pour y intégrer la richesse humaine. Ils ont tous les deux 15 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets de transformation des organisations. Anne, Patrick, vous avez créé l'Institut des territoires coopératifs, Centre Action Recherche Transmission sur la coopération, et voilà que depuis 2 ans en arrière, vous êtes allés à la rencontre lors de 3 itinérances à pied. 100 jours à pied. Andromardèche, Pays de Loire, Lot-et-Garonne, à la rencontre d'une 40aine d'initiatives coopératives, de 200 héros du quotidien, comme vous les appelez, pour essayer de comprendre, de sentir, d'analyser les ressorts de la coopération, les clés de la réussite, de la genèse à la maturité coopérative. Merci, Anne et Patrick, ce soir, de nous livrer vos conclusions. Je voulais mettre le chronomètre pour être sûr de... Et la pression, elle est toujours plus grande quand il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans la salle. Donc on est un peu ému. Et c'est vrai qu'avec Anne, on a envie de vous emmener. Et ça va, je parle assez près du truc, là, du micro. Ouais. On a envie de vous emmener sur ce qu'on appelle nos chemins de la coopération. Et effectivement, on va parler du développement par la coopération. Et alors le plan, on va déjà faire un petit rappel autour de cette notion de coopération. En quoi on a besoin, l'être humain, en quoi l'être humain a besoin de coopérer, et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Jean-Luc vient d'évoquer quelques pistes, et on va essayer de travailler à cette question de la définition, et puis on vous parlera de notre observatoire de l'implicite, un mot bien étrange qu'on espère on va éclairer un peu, pour arriver au concept de maturité coopérative. L'idée, c'est d'avoir un peu de temps après pour avoir des échanges avant que nos amis d'ACDC puissent vous parler du projet qui leur tient à cœur. Déjà, l'Instercop, comme on a l'habitude de le raccourcir, c'est une initiative qu'on a démarrée, Anne et moi, à partir de notre entreprise, qui est basée en Lot-et-Garonne, et puis avec le parrainage du Crédit Coop, merci encore, et puis de 3 parrains, Axel Kahn, parrain et marraine, Axel Kahn, Patrick Vivray et Corinne Lepage, et puis d'une démarche de financement participatif en 2015-16, 15, je ne sais plus, où 85 citoyens ont participé, il y en a qui sont ici ce soir, et merci encore. Il y a eu une première phase de travaux entre 2014 et 2017 qui ont été accompagnés par 2 institutions, la Caisse des dépôts, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et la Fondation Crédit Coopératif, ce qui me permet de remercier à nouveau Jean-Louis Bancel et son équipe, le président de la Fondation étant Hugues Sibyl, et puis 2 partenaires techniques, l'Université de Toulouse-Capitole et APESA, qui est un centre de recherche qui est basé à Pau, donc également en Aquitaine. Et puis là, s'ouvre pour nous une deuxième séquence, une deuxième phase de 3 ans triennale de recherche-action pour le programme 2018-2021.
où là, on est lauréat d'un projet du réseau rural français, un projet qu'on a nommé le développement rural par la coopération, qui est un projet cofinancé par l'Europe, et avec là des réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire comme partenaires, notamment la CGSCOP, Coopérer pour entreprendre, la FNCUMA et le RTES, le réseau des territoires engagés pour l'économie sociale et solidaire. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire un peu quels sont les gens avec qui on travaille. C'est une petite initiative qui est née de notre enthousiasme à tous les deux autour de cette question-là de coopération et qui, petit à petit, agrège comme ça des acteurs qui veulent finalement, par la coopération, contribuer à changer un bout du monde, quoi. Et déjà, ces mots coopération, co-construction, moi j'ai un copain qui, il n'y a pas très longtemps, sur un réseau local, disait qu'il en avait ras-le-bol d'entendre ce mot co-construction, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de l'entendre tout le temps. Nous, on participe à pas mal de colloques entre le 15 novembre et le 15 décembre, on est un peu fatigué déjà, et co-construction est à l'ordre du jour de chacun de ces colloques. Est-ce que c'est une mode, ou est-ce que ça correspond à quelque chose de plus profond, à une vraie transformation de nos sociétés? Il nous semble important d'éclairer déjà pour commencer. Pourquoi coopérer? Il y a plusieurs visions à ça. Les biologistes montrent que la coopération, elle fait partie de la nature, elle est présente dans la nature, et ils montrent notamment que dans toutes les espèces animales, la coopération permet deux choses. Un, de renforcer le pouvoir reproductif d'une espèce, et deux, de renforcer sa capacité d'adaptation au monde. Les anthropologues, de leur côté, ils montrent que c'est vrai aussi chez l'homme, dans l'espèce humaine, et ils ont notamment prouvé que les groupes humains fortement coopérateurs ont mieux survécu aux crises, aux difficultés du monde que les groupes humains faiblement coopérateurs. Si ces références vous intéressent, dans le texte qui va avec ce propos et que vous pouvez obtenir sur Internet, il y a toutes les références qui correspondent à ça. Les mathématiciens sont emparés du sujet aussi dans les années 60-70, et avec la théorie des jeux, ont notamment associé des mathématiciens et des biologistes ensemble, et ils sont arrivés à plusieurs conclusions. Un, la coopération a un coût, et si vous et moi on interagit une seule fois dans notre vie, on aurait plutôt intérêt à pas coopérer, à se regarder en chien de faïence, etc. Par contre, dès que nos interactions sont plus longues, durent plus longtemps et sont plus fréquentes, et surtout quand on ne sait pas jusqu'où, hein, alors là, mathématiquement, on montre que la coopération fait toujours partie des modèles gagnants. Et que la coopération, et ça c'est une bonne nouvelle, peut même devenir un modèle majoritaire dans un environnement qui lui serait hostile au départ. En d'autres termes, on peut commencer à coopérer dans un environnement non coopératif, et petit à petit, ça peut faire contagion. Et ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. Les économistes ont travaillé sur la question rapidement. Elinor Ostrom, je bafouille, qui était prix Nobel d'économie en 2009, a montré que la coopération entre les acteurs, au niveau local, est le seul moyen de préserver les ressources, le bien commun, les ressources qu'ils partagent. Donc si on veut coopérer ensemble sur des ressources qu'on partage, là, dans notre territoire, eh bien, il n'y a pas d'autre manière que de coopérer et de s'organiser au niveau local pour le faire. Et puis, il n'y a pas très longtemps, Anne intervenait à une table ronde Qu'est-ce qu'un territoire coopératif dans le Jura, aux côtés de Bernard Pecker, qui est un journaliste, oh là là, je bafouille vraiment beaucoup, un géographe. Et Pecker a lancé la table ronde en disant bon, il n'y a pas vraiment besoin de faire une table ronde parce qu'un territoire ne peut être que coopératif puisque le territoire est construit par ses acteurs. Donc sans coopération, il n'y a pas de territoire. Alors ces raisons-là, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent qu'on a un intérêt, on tire un bénéfice finalement à coopérer. Donc déjà une bonne raison. Mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième réseau de réponses qu'on voudrait évoquer avec vous et réfléchir avec vous. C'est que quand on voit les crises qu'on est en train de traverser, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, démocratiques, elles sont toutes liées les unes aux autres. Je prends un exemple, la finitude des ressources, évidemment, amène à réinventer des nouveaux systèmes économiques et de nouveaux modèles économiques. Ça pose aussi la question des redistributions sociales. Mais la finitude des ressources entraîne également des conflits d'usage, et les conflits d'usage vont poser des questions de gouvernance et re-questionner nos modèles démocratiques. Donc vous voyez qu'on tire
des crises ou des tensions ou des difficultés qu'on traverse dans nos sociétés, et finalement on tire la pelote et on englobe à peu près tout. Toutes ces crises étant liées entre elles, on n'a pas d'autre choix que de coopérer. Parce qu'on rentre là dans ce qu'on appelle la complexité, au sens que Edgar Morin donne à ce mot. La complexité, c'est relier ce qui est tissé ensemble. Pas forcément compliqué, hein. Un truc compliqué, c'est pas forcément complexe. Quand c'est complexe, c'est que finalement les problèmes sont liés les uns aux autres. Et on ne peut traiter des situations complexes qu'en associant l'ensemble des acteurs qui participent. Et ce, de façon transverse et pluridisciplinaire. Donc on n'a pas d'autre choix dans un monde qui devient hyper complexe, où tout est lié à tout, que de coopérer. Donc ça fait un deuxième faisceau de réponses autour de coopérer. Anne et moi, on aime bien dire que finalement, la coopération est l'expression sociale de la pensée complexe, de la complexité. Mais ces raisons-là, qui sont malgré tout utilitaires, elles ne doivent pas masquer une autre raison qui, à notre avis, est encore plus importante, parce qu'elle est anthropologique finalement. Qu'est-ce qui pousse finalement des individus à l'altruisme? Qu'est-ce qui pousse un individu à se jeter dans une mer déchaînée pour aller sauver quelqu'un? Ça n'aura pas d'impact sur le pouvoir reproducteur de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui pousse des citoyens engagés à se dire on va investir nos week-ends pour faire un système de compostage dans le quartier? Ou bien un chef d'entreprise à se dire comment je peux faire pour finalement associer les salariés de mon entreprise aux décisions et ainsi contribuer à ce qu'on appelle la capacitation, hein, donner plus de capacité aux personnes avec qui je travaille. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, il y a quelque chose qui est évident, c'est que l'être humain est avant tout un être de relation. Et on a eu tendance à oublier ça parce que le logiciel économique dans lequel on est depuis environ 3 siècles est fondé sur 2 idées. Un, c'est que l'homme finalement agit toujours par intérêt égoïste. Et 2, que la société se résume à la somme des individus. Or, ces 2 idées, finalement, elles nous conduisent à ce que Mathieu Ricard, dont il y a la photo ici parce qu'il a fait un excellent livre très très complet sur l'altruisme, Mathieu Ricard appelle l'égoïsme institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on est arrivé petit à petit dans des sociétés où on a créé, institutionnalisé finalement l'égoïsme, alors que ça ne correspond pas du tout à la nature humaine. En 1924, le monsieur qui est en haut à gauche, Mauss, a écrit un essai sur le don, et dès 1924, il écrivait « Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont fait de l'homme un animal économique ». En fait, l'être humain est tout autant empathique, homo empathicus, on pourrait dire, qu'un animal économique. Et dans un monde qui lui a retiré finalement cette part d'humanité et qui a voulu le réduire uniquement à l'animal économique pendant à peu près 3 siècles, ce n'est pas un hasard, à notre avis, si la part qu'on a reniée, la part qui est finalement humaine en nous, eh ben, elle se réveille. Elle se réveille et elle se réveille et elle se traduit par le fait que l'être humain, et on voit ces mouvements-là dans nos sociétés aujourd'hui, de plus en plus, les personnes veulent reprendre possession des décisions autour de leur cadre de vie, se réapproprier ces questions de décision autour de la construction de notre cadre de vie et le faire de manière collective avec les gens avec qui ils partagent ce cadre de vie. Donc c'est, en fait, je me suis trompé de bouton, en fait la coopération, elle est tout simplement au cœur du projet humain. Si vous et moi existons, c'est parce que quand même il y a 2 personnes qui ont coopéré avant nous, et c'est ça qui nous a créés. La coopération fait partie, est au cœur du projet humain, et si on refuse cette notion-là, cette notion d'échange et de coopération, finalement, on renonce à cette humanité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si vous regardez à quel niveau la coopération se joue, quand on met les lunettes pour bien voir ces dynamiques-là, parce qu'elles ne sont pas les seules, bien sûr, mais quand on regarde ces dynamiques-là, on voit que les dynamiques de coopération sont absolument dans tous les domaines de la société. Dans le domaine de l'économie, de la consommation, de la monnaie, de l'énergie, de la santé, de l'hôpital, de l'école, etc., de l'habitat, etc., etc. Partout, on parle coopération, avec un vocabulaire qui change. On parlera parfois de crise, on parlera parfois de transformation, on parlera parfois de transition, et puis certains parlent également de métamorphose
en parlant d'un siècle, le 21e, qui serait un siècle coopératif. Donc, il y a de bonnes raisons pour coopérer, et la plus forte, c'est tout simplement que c'est notre part humaine que de rentrer dans ce projet de coopération. Et avant d'aller plus loin, ça vaut la peine de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on se rend compte malheureusement qu'on emploie souvent les mots un peu à tort et à travers. Les mots coopération, collaboration, mutualisation, etc., échange, tout ce qui est là-dessus, ce sont des mots qu'on entend souvent et parfois on les emploie les uns pour les autres. Je vous prends un exemple. Prenons l'exemple d'un élu qui souhaite démarrer une démarche de concertation. Alors, concertation, si vous regardez le dictionnaire, ça veut dire agir de concert, agir ensemble. Moi, je suis citoyen, je suis invité à une démarche de concertation, je me dis, je vais pouvoir agir avec l'élu en question. Sauf que si l'élu avait dans son intention l'idée d'organiser une réunion de consultation, c'est-à-dire où il s'agit de demander l'avis aux gens, vous imaginez déjà le quiproquo qu'il y a, la frustration qui va naître uniquement parce que finalement, on n'a pas employé les bons mots. Les mots ont un sens, mais souvent, on les emploie les uns pour les autres. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que chacun de nous, on a aussi une propre représentation derrière les mots qu'on emploie. Je vous prends un autre exemple. Prendre part, participer, ça veut dire prendre part. Il y a plusieurs manières de participer à une réunion. Prendre part à une réunion, ça peut être présent, parce que je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas que je sois absent, mais rester finalement très discret, les bras croisés et pas m'y impliquer. Et puis prendre part à une réunion, pour certains autres, ça résonnera comme prendre part aux décisions qui vont s'y prendre. Donc vous voyez que tant qu'on ne clarifie pas les mots, le langage, on risque d'aller au-devant des illusions. Alors, la définition que Jean-Luc donnait tout à l'heure de la coopération, qui est souvent reprise, c'est celle de Margaret Mead, qui disait coopérer, c'est agir ensemble dans un but commun. Et quand on a commencé à vouloir éclairer la coopération, à vouloir comprendre et construire une connaissance nouvelle autour de comment coopérer, on s'est très vite rendu compte avec Anne que ça ne suffirait pas comme définition. Et qu'il fallait trouver une définition beaucoup plus précise, parce que agir ensemble dans un but commun, ça ne dit rien du mode d'action. Or, le mode d'action va faire la différence entre la manière dont on coopère ou la manière dont on collabore, par exemple. Et donc, on s'est dit, comme souvent, c'est l'étymologie qui va nous sauver. On est reparti de l'étymologie des mots. Et donc, co, c'est ensemble, opérer, c'est operare, c'est l'œuvre. Et donc, on vous propose comme définition de coopérer, être co-auteur d'une œuvre commune. Et vous voyez bien que derrière ce passage, cette définition de la coopération, il y a trois idées fortes qui naissent. La première, c'est qu'on va parler non pas du travail, mais de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on vous propose, en coopérant, de passer d'une logique du travail, du labeur, finalement une logique de la dépendance. Être employé, étymologiquement, ça veut dire être plié à une logique, au contraire, de déploiement, où on va se réaliser, où on va s'ouvrir, où on va réaliser une œuvre commune. Et donc, c'est, si vous voulez, de passer d'une logique où on réfléchit à qu'est-ce que je vais faire dans la vie, à qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il y a une dimension de l'œuvre à la coopération qui est fondamentale. La deuxième chose qui est importante, c'est de voir que l'œuvre peut être commune, mais les buts, pas forcément. Et en fait, on voit plein de gens agir ensemble, construire ensemble une œuvre commune, mais chacun pour des raisons, des motivations qui lui sont bien propres et qui sont uniques et différentes. Et là, il y a une dimension plurielle dans la coopération qu'il est important de conserver, et on y reviendra tout à l'heure. Puis la troisième chose qui est importante derrière cette définition, co-auteur d'une œuvre commune, vous voyez bien que co-auteur, ce n'est pas seulement co-acteur. Il ne s'agit pas seulement de faire, il s'agit de penser ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire un document à plusieurs. Peut-être qu'à la CDC, vous faites ça. Ce n'est pas facile. Alors, il y a une solution facile, c'est de dire je fais le chapitre 1, tu fais le chapitre 2. Ou bien, moi j'écris, toi tu relis. Voilà. Mais on n'est pas vraiment co-auteur quand on fait ça. Alors ça, c'est un exercice qu'on a appris petit à petit à faire, et avec difficulté, parce que c'est exigeant. Être co-auteur, ça veut dire qu'on va partager le stylo. Donc on va se délaisser du stylo, on va renoncer à une parcelle de pouvoir pour la donner à l'autre. Et donc vous voyez bien que ça met en jeu
un modèle de relation à soi-même et à l'autre qui n'est pas forcément le modèle dominant dans le modèle social d'aujourd'hui. C'est sans doute la raison pour laquelle la revue Nature, qui est quand même une revue, ils ne sont pas connus pour être des rigolos, a titré, il n'y a pas très longtemps, un article « Comprendre l'évolution de la coopération est l'un des défis scientifiques les plus importants du siècle ». Et il nous semblait que dans ce défi scientifique, il y avait une part de la coopération qui était bien connue, bien cernée, bien maîtrisée, et une part aveugle, et c'est celle qu'on a décidé de tenter d'éclairer. Et du coup, explorer comment coopérer, aller à la découverte des rouages profonds de la coopération, contribuer à développer notre capacité individuelle et collective à être co-auteur de l'œuvre commune, c'est la mission de l'Institut des territoires coopératifs. La coopération, elle a ses outils qui facilitent la communication, la co-construction, la prise de décision. Vous en avez là quelques exemples. La sociocratie, l'holacratie, les méthodes agiles, la CNV communication non violente, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme, et puis des formes de gouvernance, donc des méthodologies, et puis également un statut, qui est le statut coopératif. Et ce serait certainement une erreur de croire que les méthodes, les outils et le statut, de facto, font les coopérateurs. Et si je prends un exemple dans la gouvernance, on sait très bien qu'une gouvernance peut être remarquable, dans le sens où je la remarque, parce qu'elle fonctionne bien. Pour autant, ça ne me dit pas comment elle s'est construite. Et je vous donne un exemple de gouvernance remarquable qu'on a rencontré sur nos chemins. Un collectif qui s'appelle Les Voisins Interpellent, qui sont un habitat coopératif à La Roche-sur-Yon. Et ils avaient de grandes difficultés pour prendre leurs décisions et ils ont inventé un bulletin de vote à 6 couleurs. Et du coup, il pourrait être extrêmement tentant de se dire, du coup, ça devient une bonne pratique et on va faire ça dans toutes les gouvernances qui ont besoin de prendre des décisions et qui rencontrent des difficultés. Mais en fait, ce qui est essentiel, c'est de rechercher l'expérience vécue, c'est-à-dire quel est le chemin que ces personnes-là ont suivi pour prendre la décision d'inventer un tel bulletin. En fait, ils se sont rendus compte que les opinions ne suffisent pas, qu'il faut savoir prendre en compte les émotions qu'elles provoquent et que les ressentis, même quand ils ne peuvent pas être expliqués et nommés, et que parfois, c'est juste pas le bon moment. Et c'est comme ça que leur bulletin de vote est né. Il y a donc bien d'autres éléments à prendre en compte si l'on veut comprendre comment la coopération naît, comment elle s'entretient, se développe, se renouvelle. Et les statuts, les outils, les méthodes ne feront pas seuls la coopération. Ils sont issus des valeurs, des représentations, des croyances, des motivations, des capacités, et on les retrouve à la fois au niveau individuel, collectif et territorial. Et la taille du système racinaire de l'arbre, qui est à peu près équivalent à son port extérieur, montre bien que c'est dans les racines qu'il puise la plus grande part de ses forces de vie. Pas que dans les racines, mais en grande partie dans les racines. C'est pour explorer cette part-là de la coopération, au niveau individuel, collectif et territorial, qu'on a créé l'Observatoire de l'implicite, qui est en fait notre outil de travail dans l'Institut des territoires coopératifs. Pour accéder à ce niveau de compréhension, ça nécessite de développer une capacité à saisir les signaux faibles. Alors c'est quoi les signaux faibles? Vous savez, ces petites choses qu'on aurait besoin d'entendre pour comprendre des processus plus profonds. Si je vous donne un exemple qui est bien connu, on entend facilement l'arbre qui tombe, mais beaucoup plus difficilement la forêt qui pousse. C'est-à-dire ces processus qui sont sous-jacents et qui pourtant vont être essentiels dans la compréhension de la manière dont la coopération naît. Et donc, avec l'Observatoire de l'implicite, on développe un protocole pour élargir la compréhension des processus coopératifs. Et notre approche, elle repose sur 3 clés. La première clé, c'est d'apprendre à voir ce qui ne se voit pas. Trop souvent, on espère comprendre comment fonctionne la coopération en se limitant aux seules parts visibles et conscientes.
les théories d'action, les jeux d'acteurs, les logiques, les formes de gouvernance, etc. Et on invite également les porteurs de projets à témoigner. Donc ces témoignages sont toujours intéressants, très très souvent inspirants, mais ils permettent rarement d'éclairer le comment faire pour passer soi-même à l'action et développer la coopération. Se limiter à étudier les seules parts visibles, c'est un peu, vous savez, l'histoire de Coluche, hein, c'est faire comme l'homme qui a perdu ses clés et qui les cherche sous le lampadaire juste parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Ce qui nous intéresse, c'est donc d'aller chercher ce qui est à l'origine, à la source. Quel chemin les acteurs ont-ils parcouru pour aboutir à cette manière de faire? Or, ce chemin n'a rien d'évident, et c'est dans des couches plus profondes, entre les plis, qu'il faut aller chercher pour apprendre à les reconnaître. Ce que porte le territoire en termes de compétences tacites, de capacités, de représentation, de croyances, et reconnaître ce qui oriente les motivations de l'action et des acteurs. Aucun marin, alors on aime bien prendre cette image-là, parce qu'on a l'iceberg, alors on a la mer, là, même si ça, à Agen, il n'y a pas vraiment la mer tout à côté. Je pense que ça peut vous parler, hein, c'est que le marin, il ne part pas en mer sans sa carte sous-marine. En fait, sur la mer, c'est plat, il n'y a rien. La carte sous-marine, elle lui sert à savoir les courants marins, les écueils, et c'est ce qui lui permet de naviguer en surface en toute tranquillité, ou presque. Voilà, j'arrête là l'analogie, mais c'est pour apprendre à se saisir de cette dimension cachée, non consciente, souvent non pensée, que nous nommons l'implicite, donc ce qui est entre les plis, et qui est indispensable pour élargir la compréhension du système. Avant de passer avec les deux, je crois que je vais prendre un peu d'eau, parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Alors la deuxième clé, c'est de toujours partir de ce triptyque et prendre ces trois niveaux-là en compte de manière indissociable. Le territoire en tant que matrice de l'action, les acteurs en tant que collectifs sociaux et la personne, l'individu dans sa singularité. Et on parle souvent de l'acteur, et un acteur, c'est un terme générique. Et il nous amène à oublier souvent que les acteurs ne sont pas que des rôles, mais ce sont aussi des personnes. Et le comportement d'une personne, sa manière d'interagir avec autrui, n'est pas directement déterminé par des facteurs extérieurs, mais par la perception qu'il a de ces différents facteurs. Et comme nos perceptions, elles sont éminemment différentes, on ne peut pas réellement comprendre ce qui se noue entre les acteurs sans explorer et expliciter autant que possible leur représentation individuelle, et ce qui d'ailleurs très souvent nous amène à revisiter les nôtres. Edgar Morin nous dit, alors vous avez vu qu'on parle de la pensée complexe, Edgar Morin, je le souligne au passage, est central dans nos travaux, puisque c'est par la pensée complexe qu'on a réussi en fait à pouvoir élaborer ce qui viendra par la suite, c'est-à-dire cette maturité coopérative. Et donc il nous dit qu'un rationalisme qui ignore les êtres, la subjectivité, l'affectivité, la vie est irrationnel. Et donc on voit bien qu'on rentre dans un champ où c'est le partage de nos représentations et de notre subjectivité qui va être un point de départ d'échange et de dialogue qui mène à la coopération. Je vous donne un exemple juste sur le langage que tu as pu reprendre, Patrick, sur les définitions. On voit bien que la définition du dictionnaire ne va pas forcément suffire et qu'on a tous une idée sur les mots par rapport aux représentations et au vécu qu'on a par rapport à ces mots-là. Alors une fois ces trois niveaux considérés, le je, le nous et le dans, alors la troisième clé, elle entre en jeu. Et il devient possible d'explorer ce qu'on appelle les récursions, c'est-à-dire le fait que chaque niveau vient interagir sur l'autre et le modifier en profondeur. En fait, le collectif transforme les individus transforment le collectif, mon appartenance à un territoire influence mon comportement, et également, il fait de moi un être différent,
et j'agis également sur mon territoire. Je vous donne un exemple, on est à Agen ici, de Lot-et-Garonne, à Couture-sur-Garonne, le fleuve déborde, il encercle régulièrement le village et il l'isole du monde. Et dans ce village, on observe une solidarité forte entre les habitants qui est forgée par les inondations. Donc nous avons, au cours de nos itinérances, rencontré énormément d'homologie, territoire et comportement. Et on ne peut pas ignorer ces récursions qui se produisent. Je vous donne un autre exemple. Dans les Mauges, qui est, c'est un endroit qui se trouve en Pays de Loire, où il y a des dépressions géologiques assez profondes qu'ils appellent des coulées. Alors, quelquefois, il y a une rivière en bas, mais pas forcément. En tout cas, elles sont suffisamment profondes pour isoler les villages les uns des autres. Et d'ailleurs, alors historiquement, chacun a pris l'habitude de s'organiser. Nous, on l'a vécu à pied, c'est-à-dire que le village à vol d'oiseau, il est à 3 km, et en fait, vous en faites 10 pour le rejoindre. Et donc, les villages ont pris l'habitude, ancestralement, de s'organiser ensemble et d'être autosuffisants chez eux. Et on appelle un survenu quelqu'un qui vient du village d'à côté. Donc, c'est quand même étonnant comme nom. Et on a rencontré une association qui cherchait à décloisonner en fait les villages et qui donc a décidé, à travers cette association, de créer un festival itinérant en disant on aura un projet culturel qui se travaillera tout au long de l'année dans les différents villages et à chaque édition, eh bien, on fera tourner l'événement. Et donc, en les questionnant, vous allez voir comment après, eh bien, à la question de la première édition, ils ont répondu qu'ils l'avaient fait à Drain. Alors en disant, alors la deuxième édition, dans quel village est-ce qu'elle s'est passée? Et là, ils nous ont dit à Drain. Et là, ils se sont arrêtés en disant, c'est dingue, parce qu'on est en train de préparer notre troisième édition, et en fait, elle va se passer à Drain. Et donc, les coulées ont eu raison de nous. Nos intentions, en fait, n'ont pas été suffisantes. En tout cas, on n'a pas eu conscience de l'empreinte qu'on avait en nous. Au départ, ils cherchaient des raisons logistiques, enfin, tout un tas, et en disant non, mais il faut qu'on arrête. Voilà. Mais on a compris, là, maintenant. Vous voyez, l'intérêt de pouvoir mettre en lumière quelque chose qui n'est pas visible. Et le copier-coller, ça montre bien que ça ne peut pas suffire, et que les chemins à emprunter seront différents en fonction des territoires. Donc ces homologies, territoires, comportements, ces récursions qui se produisent, elles sont vraiment très très importantes. Et c'est pourquoi comprendre ces processus récursifs permet de saisir ce qui fait la singularité d'un territoire, de le repenser en fonction de ses capacités d'émergence. Alors pour comprendre ce qui fait coopération, très concrètement, nous partons avec l'Observatoire de l'implicite à la rencontre de ceux qui sont les praticiens, lors de longues itinérances à pied sur plusieurs semaines chacune. Et la marche, elle nous permet de pénétrer et de nous imprégner vraiment du territoire. Elle nous donne le temps à sa découverte, à son appropriation sensible, et ainsi qu'à l'introspection nécessaire pour nous, à la fois pour sentir, comprendre, relier les interactions, sans rentrer dans l'analyse, entre le territoire, le collectif et l'individu. Nous avons déjà mené 4 itinérances, donc Pays de Loire, Drôme-Ardèche, Lot-et-Garonne, et très récemment, on est rentré il y a 12 jours, entre Dijon et Charleville-Mézières, donc au total pour l'instant, à peu près 150 jours de marche, 1500 km. Et en Lot-et-Garonne particulièrement, c'était en partenariat avec le conseil départemental et des agents territoriaux nous ont accompagnés pour observer et s'approprier la démarche d'accès à l'implicite du territoire avant d'élaborer une nouvelle politique publique. Et cette expérience, elle était très intéressante parce qu'elle a mis en évidence l'intérêt de la transmission du processus par son expérimentation. À ce jour, on a 3 nouvelles itinérances qui sont programmées pour 2019 et 2020 dans le cadre du projet dont Patrick parlait au départ. La démarche de l'Observatoire est de partir des acteurs de terrain. Donc partir d'eux et chercher à comprendre de manière transdisciplinaire, je pense que ça vous l'avez compris, on fait sauter les cloisons, ce qui fait coopération, nourrit, empêche, défait, entretient.
Et au cours de ces itinérances, on a rencontré à peu près, Jean-Luc le disait tout à l'heure, 45 collectifs à ce jour, hein, ça représente environ 300 personnes, qu'effectivement on appelle nos héros du quotidien, parce que c'est vraiment rafraîchissant de rencontrer tous ces gens qui œuvrent. Tous se réclament de la coopération et sont acteurs dans des domaines très variés. Alors, vous avez les logos là qui symbolisent un petit peu l'ensemble de tous les collectifs que l'on a pu rencontrer. Je vous donne juste quelques exemples, de manière à ce que voilà, ça ne prenne pas trop de temps. Dans les habitats partagés, par exemple, on a rencontré pour un habitat différent à Angers, qui est une expérience qui bénéficie quand même de 30 ans de recul, donc très très intéressant dans l'enseignement de la coopération. Dans le domaine de l'économie, avec des entreprises coopératives, Ardelaine, qui a relancé la filière laine en Ardèche, Eurofens, qui est une reprise des salariés depuis 2 ans, à Doulevant-le-Château, Point Fort, entreprise de formation, à Langres, les artisans du changement à Nantes, une CAE de Bourgogne à Dijon. Dans l'agriculture, on rencontre les CUMA, et entre autres, là, on a rencontré la CUMA de Condé dans les Ardennes ou les Agités du Bocal, il faut quand même, près de Dijon. Alors, ils s'appellent les Agités du Bocal parce qu'ils font des escargots, en fait. Enfin, ils cultivent, non, ils élèvent des escargots. Des initiatives qui témoignent également de la réappropriation par les citoyens des questions économiques et énergétiques. Monnaie complémentaire du pays de Ray, par exemple. Envie de saveur, qui est une épicerie de centre-bourg pour recréer du lien social, favoriser les circuits courts. Les premières fermes éoliennes citoyennes en pays de Redon et pays d'Anceny. Des initiatives à vocation éducative et culturelle, Maison de la Tour à Valory, Perspective voyageuse à Nantes, le Vieil Odon, qui est quand même un village emblématique à Balazuc en Ardèche. Des initiatives de développement territorial également, Pôle équilibre territorial et rural du Pays de Langres, les PETR, dans l'insertion avec Copélis dans les Ardennes, Pôle Sud, qui est le pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-Isère, qui a redynamisé toute cette région qui était sinistrée après la fermeture des fabricants de chaussures. Et dernièrement, on a rencontré également Nouvelle Équation, qui est une association de préfiguration pour un territoire zéro chômeur de longue durée à Joinville. Et on a également rencontré en Lot-et-Garonne des habitants dans une démarche qui était là de mise à jour de l'implicite du vécu du territoire par les habitants, c'est-à-dire de quelle manière les habitants vivent leur territoire. Nous partons donc, vous l'avez bien compris, du postulat qui est simple, qui est que c'est celui qui fait qui sait. Il ne sait pas toujours tout ce qu'il sait, ni tout ce qu'il fait. Il ne sait pas non plus toujours tout ce qu'il ne fait pas. Mais en tout cas, c'est de lui que l'on part, parce que c'est lui qui peut nous apporter l'enseignement du chemin qu'il suit dans son collectif coopératif. Et l'Observatoire de l'implicite, il va donc plonger au cœur de l'humain pour mettre à jour des principes d'action de coopération. Alors, rapidement, comment ça se passe une itinérance? Parce que je pense que c'est important que vous compreniez concrètement comment on s'y prend pour faire ce travail. Alors, une itinérance de l'Observatoire, c'est environ 10-12 étapes de rencontre, une traversée de territoire sur 300-400 km à pied et 4 à 6 semaines en durée, à peu près. Une étape type, elle commence par 2 jours de marche pour accéder au lieu de rencontre, et c'est l'occasion de saisir ce que le territoire porte, son identité. C'est très important parce que nous, on a besoin aussi, par cette marche d'approche, de nous rendre disponibles à l'autre, parce qu'on a besoin d'entrer en coopération avec les personnes que l'on va rencontrer. Et le soir de notre arrivée, nous avons une rencontre informelle avec les personnes qui vont travailler avec nous le lendemain pour une journée. Et ce temps du soir, il est là pour se connaître, créer le lien, découvrir le projet, répondre à leurs questions. Et il nous permet de nous éclairer l'un l'autre, puisque nous partons en connaissant le moins possible sur les initiatives que l'on va aller rencontrer, quelles qu'elles soient, de manière à garder la disponibilité pour apprendre de ceux que l'on va rencontrer. Et cette curiosité, elle est extrêmement importante lors de la rencontre. Et le lendemain matin, on va démarrer notre journée de travail par un cadre très simple, en fait,
qui va, par sa simplicité, permettre des échanges spontanés, parce qu'on cherche la spontanéité, bien évidemment. Vous avez bien compris également que ce n'est pas la réponse construite qui va nous intéresser, c'est la réponse spontanée. La liberté de répondre ou pas, et puis de prendre chaque propos comme valide, puisqu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. On n'a pas de long questionnaire. Voilà. Alors, vous les voyez très attentifs parce que on démarre par un temps individuel et donc ils notent juste les questions pour se les garder en mémoire, mais ils n'ont jamais plus qu'1 ou 2 minutes pour organiser leur chemin de pensée. Et ensuite, ça va être des temps d'écoute où là, une personne répond et les autres écoutent. Ce sont des questions qui sont introspectives, qui évoquent les représentations des uns et des autres, et notre démarche, elle est à la fois phénoménologique et maïeutique. Alors phénoménologique, c'est un mot bien compliqué, mais qui est vraiment important parce que il veut dire que on va à la recherche de l'expérience vécue. Et donc l'objectif, c'est d'amener l'autre vers une réflexivité qui lui permet d'explorer et de formuler son expérience, puisque on n'analyse pas ce que les gens nous disent, mais on les met en auto-observation, de nous raconter quel est leur chemin de coopération. Et tour à tour, chacun parle et les autres écoutent. Et souvent, très souvent même, on les a vus être étonnés d'entendre des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Voilà, vous les voyez s'exprimer. Ensuite, on va passer à des questions déroutantes, dans le sens changer de route, qui vont permettre d'explorer des freins éventuels, de mettre à jour l'implicite du collectif, les obstacles, les non-dits. Je vous donne un exemple de question. Quels seraient les avantages à échouer? Ou quel est l'inconvénient à réussir? Voilà, genre de questions déroutantes, tout un programme. Je peux dire qu'il y a bien des collectifs qui se sont appropriés ces questions-là. Et on prolonge le pas de côté en rentrant dans un autre type de question qui va être pour permettre de changer de regard, de position de perception et d'aller encore un peu plus loin dans la mise à jour de l'implicite. Et du coup, au long de la journée, petit à petit, à ce stade de travail, en fait, on a, à travers l'introspection, les différents pas de côté, la compréhension, elle s'est nettement élargie. Et du coup, on met en débat les principes d'action de la coopération qu'on a identifiés. Et ceux qui vont interpeller et résonner le plus pour nos interlocuteurs du jour, nous allons travailler avec eux, les mettre en lien avec leurs projets. Ce qui leur permet d'aller plus loin dans la compréhension de leurs forces et de leurs freins éventuels. Pour finir, un tour de table de clôture avant de les quitter et de repartir jusqu'à la prochaine étape. Cette marge de décantation-là, elle va nous permettre de nous ouvrir à notre propre introspection, puisqu'il est hors de question de rentrer dans une analyse. Et donc on va laisser décanter et laisser se croiser, relier, conjuguer tout ce qu'on a vu, entendu, à la fois sur le je, le nous et le dans. Et c'est de cette manière que l'Observatoire de l'implicite collecte et produit de la connaissance sur comment apprendre à coopérer. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que sur nos chemins de la coopération, on a rencontré, vous imaginez, des gens avec des pratiques de coopération plus ou moins abouties, plus ou moins bien gérées. Et on a rencontré quelques personnes, quelques collectifs qui avaient une capacité à finalement avoir des aptitudes coopératives durables et quels que soient les environnements. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient capables d'être en coopération même avec des non-coopérateurs, par exemple. Et donc qui étaient capables d'être en coopération de manière inconditionnelle, quelles que soient les situations, quelles que soient les personnes. Et pendant quelque temps, on s'est posé la question comment on va nommer cette aptitude-là à avoir des aptitudes coopératives durables. Et assez rapidement, le terme de maturité coopérative est venu, parce que derrière la maturité d'un fruit, vous savez, ou d'un homme, vous savez qu'il faut du temps.
que c'est un processus de mûrir et que ça aboutit au plein épanouissement, au plein développement finalement du fruit ou de l'homme. Et ce terme de maturité coopérative nous semblait vraiment tout à fait approprié pour caractériser ces collectifs que l'on a vus. Il y a 4 caractéristiques, il y en a au moins 4 caractéristiques qu'on a repérées dans les collectifs à forte maturité coopérative. La première, c'est que ce sont des collectifs apprenants. C'est-à-dire, au sein de ces collectifs, il n'y a pas de notion de sachant ou d'apprenant. Tout le monde est à la fois sachant et apprenant. Ce sont des collectifs où les gens, les individus qui le composent, apprennent en permanence les uns des autres, se nourrissent les uns des autres et, ce faisant, apprennent à coopérer encore plus. La deuxième caractéristique, c'est que ce sont souvent des collectifs qui ont réinventé complètement la notion du leadership. Autant il est clair que à la naissance de chacun de ces collectifs, il y a souvent un leader charismatique, le fameux leader charismatique. Autant à un moment, et dans les collectifs à forte maturité coopérative, il n'y a plus de leader charismatique, il y a un leadership qui est partagé et qui est situationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'un des membres du collectif qui est en position de leader, qui est reconnu comme cela par ses amis et qui va pouvoir prendre le leadership dans une situation. La troisième caractéristique, ce sont des collectifs où la coopération est inconditionnelle, j'en ai fait référence au départ, mais c'est-à-dire qu'ils sont capables de coopérer même avec ceux qui ne vous souhaitent pas forcément coopérer avec eux. Et ça, c'est un ingrédient absolument clé pour les questions de pérennisation, de croissance de collectifs, c'est la capacité à coopérer au-delà du premier cercle, à élargir le premier cercle. Vous savez, c'est facile d'être ami avec ses amis, voilà. Plus difficile quand il faut élargir le cercle. Et là, la maturité coopérative est un atout. Puis la quatrième caractéristique, et elle n'est pas inintéressante évidemment, c'est que ce sont des lieux, quand on y repense, où on se remémore avoir vu des gens en plein épanouissement, c'est-à-dire des gens sereins, tranquilles, et en même temps qui dégagent une force importante. Et c'est important parce que dans les milieux, et notamment dans les milieux de l'économie sociale et solidaire, on a vu aussi beaucoup de coopératifs où il y a des phénomènes de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement. Et donc, savoir qu'on peut gagner en sérénité en travaillant sa maturité coopérative, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ces collectifs, ils donnent naissance à des capacités. Ce sont des collectifs qu'on a vus où il y a de l'émergence, c'est-à-dire qu'il y a la naissance de projets en permanence, il y a la croissance de projets nouveaux, et puis, il y a des logiques d'essaimage, de pollinisation, c'est-à-dire ce sont des collectifs qui sont capables d'aller fertiliser d'autres pour que la coopération progresse. Et donc, c'est sur cette séquence-là que la Fondation Crédit Coop nous a accompagnés avec la Caisse des dépôts pour mettre à jour ce concept de maturité coopérative. Ça, c'est le chapeau, la maturité coopérative. À quoi ça tient ? Ça tient à 12 principes d'action de la coopération qu'on a identifié, qu'on a repéré dans ces collectifs-là. Et pour arriver à saisir ces principes d'action, il a fallu abandonner une vision. Alors c'était plus facile pour Anne que pour moi. Moi, j'ai un passé scientifique d'ingénieur qui fait que j'avais des résistances. Parce que moi, j'ai été élevé dans l'idée qu'à un problème, il y a une solution. Donc, chercher la cause, voilà, c'est mon schéma de pensée dans lequel j'ai baigné pendant longtemps. Et en fait, ce schéma de pensée, il nous mène nulle part, en l'occurrence. En tout cas, à cet endroit-là, il nous menait pas bien loin. On a commencé à saisir les principes d'action quand on a vraiment fait nôtre ce concept de dialogie qui fait partie de la pensée complexe développée par Edgar Morin. Qu'est-ce que c'est une dialogie ? Imaginez, c'est une entité symbolique où il y a deux logiques à l'œuvre. Deux logiques qui ont besoin l'une de l'autre, qui font référence l'une à l'autre, mais qui peuvent aussi s'opposer l'une à l'autre. En quelque sorte, deux logiques qui peuvent être complémentaires et en même temps contradictoires. Je vous donne un exemple entre diversité et unité. On a besoin de la diversité, on a besoin de l'unité, et parfois en voulant avoir l'un, on détruit l'autre. Et donc, qu'est-ce que c'est que la maturité coopérative ? Ça va être la capacité d'un collectif, finalement, à saisir dans cette part implicite, sous le niveau de l'iceberg, là, les signaux faibles qui nous font repérer, finalement, quelles sont les logiques à l'œuvre. Notre unité est-elle en danger ? Notre diversité est-elle en danger ? Discerner la complémentarité entre ces deux logiques, voir leurs contradictions, et trouver le bon équilibre
habiter cet espace, hein, finalement, entre ces deux logiques. Et comprenez bien que cet équilibre, il est dynamique, il est en permanence, en fonction de la situation, en fonction du moment, à un endroit donné. Donc il ne s'agirait pas de dire entre diversité et unité, je vise à 4,3. Ben non, parce que parfois, il faut, un peu comme le gars qui fait de la planche à voile, la tire sur sa planche en fonction du vent, des courants, etc. En permanence, une recherche d'équilibre entre la vitesse et la stabilité. Alors les 12 principes d'action, ils vont être sur la planche ici. Je vais en prendre 2 que je vais illustrer brièvement. Le premier, diversité-unité. Et celui-là, je le choisis dans notre propos aussi parce qu'il résonne particulièrement en Lot-et-Garonne. C'est l'une des choses que l'on a pu voir dans ces récursions entre le territoire et notre manière de le vivre dont Anne parlait tout à l'heure. Beaucoup de nos territoires, on n'a pas vu ça seulement en Lot-et-Garonne, mais on l'a vu beaucoup en Lot-et-Garonne. Beaucoup de nos territoires sont issus de vagues d'émigration successives. Et donc d'une grande richesse de tout un tas de cultures qui sont venues ensemencer, enrichir le territoire. Mais beaucoup de des acteurs de ces territoires-là nous disent aussi que pour être intégrés, souvent il a fallu rentrer dans le moule, c'est-à-dire gommer notre diversité pour pouvoir passer un peu inaperçu, pour pouvoir être accepté, être intégré. Et vous voyez bien cette dialogie diversité-unité à l'œuvre. Ce sont des territoires, je me souviens d'un témoignage en Lot-et-Garonne d'une femme qui nous a dit « On a un territoire d'une richesse incroyable, né de cette diversité, que l'on ne sait pas utiliser. » Et une autre petite analogie avec le Lot-et-Garonne au niveau des paysages, où on a vu la très grande, enfin on la connaît, la très grande diversité des paysages de Lot-et-Garonne, que le conseil départemental a fait un remarquable travail avec l'atlas paysager du département. Et en même temps, la difficulté, très souvent, on a entendu « Ah oui, mais on n'est pas la Dordogne, on n'est pas le Lot, on n'est pas le Quercy, on n'est pas les... » Ben, on est tout ça à la fois. Mais comment parler simplement de ce qui est complexe et multiple, vous voyez ? Donc, diversité, unité, vous voyez cette tension entre les deux. Et c'est très important dans les projets. Je vous donne un exemple appliqué à des projets coopératifs. Souvent, on dit qu'il faut rechercher la vision partagée. Moi, je ne suis pas trop sûr de ça, finalement. Parce qu'à force de vouloir trouver la vision partagée, c'est-à-dire, imaginez qu'on trouve le point commun qu'il y a entre nous tous dans cette salle, il va être sacrément rikiki quand même. Et donc, on arrive à ces projets où on a réduit la vision partagée, finalement, au plus petit commun dénominateur, et on a autour de la table des gens qui disent « Ouais, c'est bien ça », mais plus personne n'a vraiment envie de s'y donner parce qu'on a réduit le moteur de l'action. Plutôt que de trouver une vision partagée, il faudrait déjà commencer par partager nos visions et faire jouer cette incroyable diversité qu'il peut y avoir dans nos visions, dans nos motivations différentes. Donc ça, c'est un des principes d'action. Un deuxième que je vais citer rapidement, c'est entre rôle et identité. En français, dans la langue française, on a le même mot pour dire je suis Patrick et je suis chercheur sur la coopération, par exemple. Mais aussi pour dire je suis en même temps père et puis mari, voilà. Et donc on a un seul mot pour parler à la fois de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de notre statut, etc. Il y a des langues où il y a plusieurs mots pour dire ça. Mais très souvent, vous avez ces réunions où on a un petit chevalet derrière la réunion. Je ne suis même pas Patrick, c'est marqué « Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne », par exemple. C'est-à-dire, je suis la chambre à moi tout seul. Vous voyez cet écart qu'il peut y avoir entre le rôle, mon statut, mes responsabilités, mes compétences, et ce que je suis en tant que personne, qu'individu, qu'être humain, qui vibre pour certaines choses, etc. Et l'un ne se réduit pas à l'autre. Et bien souvent, dans les collectifs, on regarde les rôles, on oublie les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Les collectifs à forte maturité coopérative savent très bien gérer à la fois la personne. C'est la personne avec qui on échange autour de la table. Ça ne l'empêche pas d'avoir un rôle, une responsabilité particulière qui n'est pas la même entre les différentes personnes. Et je me souviens d'une association, les gens qui ont fait les premiers champs d'énergie éolienne citoyenne en pays de Redon, grosse machine, parce qu'il y a à la fois du technique, une ingénierie financière énorme, une ingénierie en termes de collectivité territoriale, de l'État, l'ADEME, etc., énorme, et plusieurs milliers de citoyens dans l'aventure qui ont mis leurs économies dans ce projet. Donc un truc vraiment très complexe. Et leur conseil d'administration était organisé par collège. Et le jour où le président de l'asso a compris cette dialogie entre rôle et identité, il s'est dit
À nos conseils d'administration, bien sûr, on décide et on prend les décisions en fonction des rôles et des responsabilités de chacun, mais c'est les personnes qu'il faut que j'invite autour de la table, parce que sinon on se prive d'une richesse extraordinaire. Et je me souviens que Stéphanie, qui était agent qui est toujours sans doute au conseil départemental, au service d'Eveco, ce qu'elle retenait de l'itinérance lot-et-garonnaise, c'était le fait qu'on avait interrogé les gens et on avait amené les gens à nous parler de ce qu'ils sont et non pas de ce qu'ils représentent. Alors des principes d'action et des dialogies comme ça, on en a 12, alors on ne va pas les regarder les 12 maintenant, mais c'est des travaux qu'on a à cœur pour nous de publier sous licence Creative Commons, c'est-à-dire des licences où chacun peut se les approprier, les partager, les enrichir pour poursuivre et développer cette connaissance sur la coopération. Pour conclure, comment on a fait si j'essaie de résumer l'ingrédient clé qu'on a pu mettre dans nos travaux pour arriver à saisir la dimension de la coopération dont on parle là, cette maturité coopérative, elle serait sans doute résumée dans cette planche. Edgar Morin, toujours lui, vous avez compris que c'était la personne qui nous inspire beaucoup, distingue la compréhension intellectuelle qu'on a des choses, c'est-à-dire celle qu'on a avec notre tête, et qui, dans notre culture cartésienne, est surentraînée. Hein. On est quand même sacrément entraîné pour réfléchir, penser, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de pratiquer, on fait déjà. Hein. Mais il distingue cette compréhension intellectuelle, qui est ce que je pense, de ce qu'il appelle la compréhension humaine, qui est ce que je vis. Apprendre à reconnaître ce que je vis, ce que vit l'autre, comme condition indispensable à la compréhension l'un de l'autre. Et tant qu'on n'aura pas un peu d'exercice à cette compréhension humaine, et là par contre on est un peu handicapé dans notre culture cartésienne, eh bien, tant qu'on n'a pas un peu d'exercice à cette compréhension humaine, on n'arrivera pas à développer notre maturité coopérative. Sans compréhension humaine, il n'y aura pas de coopération, ou en tout cas pas de coopération au sens de la maturité coopérative. Et c'est la raison pour laquelle on va conclure avec cette phrase de John Nesbitt, qui est un prospectiviste américain, très fort en technologie, très visionnaire en high-tech, et qui pour autant nous dit « Les percées les plus passionnantes du XXIe siècle ne viendront pas de la technologie, mais viendront d'une vision augmentée et élargie de ce que veut dire être un être humain. » Et ce n'est pas un hasard si Edgar Morin a écrit plusieurs bouquins sur apprendre une nouvelle matière qui est apprendre à être humain. Merci. Et on a bien sûr été un peu plus long que prévu. Alors je ne sais pas comment... Oui, dans votre organisation, je vois que Gabriel a quelques micros sous la main. Donc l'idée, c'est peut-être, s'il y a des gens qui ont des réactions, des questions peut-être, mais aussi s'il y a un point qu'ils ont envie de nous dire, qu'il les a interpellés, peut-être que c'est une belle manière aussi de conclure ensemble, c'est que de voir comment ces propos peuvent résonner chez vous. Est-ce que vous avez fait des itinérances dans les territoires périphériques urbains, comme on dit, pour parler des banlieues? Parce que vos itinérances, elles sont quand même très focalisées sur des territoires à culture encore bien identifiés et en pleine ruralité. Et en ville aussi, Oui. on a fait beaucoup d'itinérance sur la ville de Nantes, par exemple, et autour de la ville de Nantes. On a fait une initiative également, alors qui n'est pas dans le cadre des itinérances, donc elle ne figure pas sur les cartes, mais auprès d'un collectif d'acteurs des transitions très engagés en région parisienne, notamment dans le 93. Et puis on a un projet, c'est d'aller faire aussi des itinérances dans les zones à défendre. Mais ça, on n'a pas réussi à le mettre en œuvre encore, parce que dans ces lieux-là, dans ces lieux un peu alternatifs, il se passe des choses qui sont hyper intéressantes à regarder, à étudier et dont il faut s'inspirer. Donc la réponse, c'est un petit peu, pas assez. Oui. Bien que l'itinérance dont on rentre, on a fait aussi... on n'a pas fait que du rural, on a fait aussi de la ville. Enfin... Et puis là, on a été dans un territoire, alors on a passé 5 semaines sur le plateau de Langres, un territoire qui vit une difficulté
assez unique. Enfin, ils sont 3 départements en France à partager cette particularité qui est un solde migratoire sans cesse plus négatif, avec sans cesse plus de vide, dans un territoire qui est déjà le moins peuplé de France en termes de densité, enfin l'un des moins peuplés de France en termes de densité. Et donc, où là, la question de l'identité forte, justement, c'est la question qui préoccupe les gens, c'est l'absence d'identité et le vide. Et ce que l'on voulait vraiment montrer, et c'est un travail en cours, donc il n'est pas terminé, mais ce que l'on veut vraiment montrer, c'est que là où on croit qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Oui. Il y a Bernard. Moi, je me demande quelle taille avaient en fait les coopérations comme ça que vous avez pu voir. Je me demande en fait s'il est possible sur un grand nombre d'individus d'être sur une gouvernance coopérative quand il faut prendre en considération justement l'individu, le territoire, etc. En termes de nombre d'individus, quelle est vraiment la plus grosse... j'ai pas envie de dire... Enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais... Est-ce qu'il y a une limite? C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Est-ce que... oui. Alors, on n'a pas rencontré que des gouvernances. Hein. D'ailleurs, enfin, on a autour de la table une partie des gouvernances en règle générale, mais avec aussi les acteurs du collectif, mais aussi des acteurs tiers, c'est-à-dire qui sont au deuxième cercle. Donc, ça dépend vraiment. On les laisse mettre autour de la table ceux qui leur semblent cohérents pour la journée de travail sur leur chemin de coopération, en fait. Hein. Après, est-ce qu'il y a une limite? On a vu des entreprises avec beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. De limite à la taille. Nous, on limite la taille du groupe que l'on rencontre, mais on pourrait le refaire à l'envi, on pourrait dire. Mais par contre, la structure en elle-même n'est pas limitée dans le nombre. C'est pas forcément des petites structures. Mais en complément à ça, les structures qu'on a vues à forte maturité coopérative et grandes en nombre ont dû inventer des manières de faire vivre cette prise en compte des singularités des individus dans leur manière de vivre. Si je repense aux éoliennes en Pays de Vilaine, par exemple, quand on les avait vus, ils étaient à plus de 2000 citoyens, je pense que associés, investisseurs. Mais ils ont structuré ça par des clubs cigales de... 25. Je crois qu'il y a une limite, je crois que c'est 12, 25, je ne sais plus. Mais voilà. Donc, ils ont inventé un réseau qu'on appelle des réseaux maillés coopératifs pour pouvoir à la fois, encore une belle dialogie, quoi, hein, à la fois voir le nombre et en même temps la singularité. Et la dialogie, ça ne veut pas dire que tout est en même temps. Hein. Je crois qu'il y a l'heure du TGV. Oui. Donc, alors merci pour votre écoute, merci pour votre participation. Et à bientôt. À bientôt. Et merci pour votre soutien. Bernard Perret, merci pour ce travail qui interpelle. Je pense que ça interpelle sans doute beaucoup de monde ici, où on est pas mal à être engagé dans des responsabilités, dans des projets, mais des projets voilà, qui sont forcément collectifs, mais peut-être bien que c'est là où ce que vous nous rapportez interpelle sont peut-être pas toujours forcément coopératifs. Oui. En tout cas, au sens où vous le définissez, et c'est intéressant justement de regarder ça de près. Et donc, ma première question, c'est est-ce que, au-delà des itinérances que vous réalisez, est-ce que dans vos missions, vous accompagnez des structures, par exemple, pour approfondir peut-être leur démarche coopérative? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est attrait au contexte dans lequel nous vivons, qui est marqué, enfin, en particulier dans le domaine de l'économie, l'homo economicus, si je peux dire, qui est marqué par la concurrence. Il faut être les premiers, sinon on meurt sur le plan de l'économie, souvent.
Et donc, comment, justement, le travail que vous réalisez, comment se situer par rapport à ce contexte absolument, moi je dis, terrible, enfin, qui se situe au niveau mondial, mais pas seulement, ou disons que l'empreinte mondiale imprime le local, et y compris le territoire local. Donc voilà, il y a là pour moi une contradiction entre ce que, en tant qu'humain, on peut être tenté, non seulement tenté, mais avoir envie d'être en empathie et aller dans le sens de la coopération, et ce contexte qui nous pousse à l'opposé. Le contexte, il pousse à l'opposer, mais on vous montre aussi un contexte où c'est possible. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer le monde économique et le monde de l'ESS, par exemple, mais au contraire, petit à petit, essayer de l'émailler. Et on a de plus en plus, nous, de demandes et de rencontres avec les homo economicus, on va les appeler comme ça, qui se demandent comment on peut hybrider, en fait, et aussi mettre plus de coopération, parce qu'ils disent aujourd'hui on ne peut pas en faire l'économie. On en est au balbutiement, on parle à des endroits où on n'aurait jamais imaginé, il y a même encore 2 ans, parler de coopération de cette manière-là. Donc voilà, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent sur le terrain et qui vont être aussi de plus en plus visibles. Moi, si je complète cette question-là, disons qu'il y a une pensée alternative qui émerge et qui commence malgré tout à se faire sacrément entendre autour de cette question. On était avec Jean-Louis Bancel, donc le président du Crédit Coop, et plusieurs chercheurs qui sont réunis autour de la Caisse des dépôts. Quand même, que la Caisse des dépôts cofinance ça. Hein. Je pense qu'il y a 5-6 ans, ils n'ont pas forcément compris tout ce qu'on a essayé d'expliquer. Mais... Oui, c'est ça, toute la portée. Mais ça les bouscule sacrément. Et donc on était à un séminaire, une semaine de réflexion avec la Caisse des dépôts et tous les chercheurs qui bossent avec la Caisse des dépôts, dont quelqu'un qui est un nouvel Aquitain, un néo-Aquitain on dit, puisque c'est Olivier Bouba-Olga de l'Université de Poitiers. Et Bouba-Olga est en train de faire partout en France, nous on tourne sur la coopération, lui il tourne sur ce qu'il appelle la CAM. Alors, où il dit il faut sortir de la CAM, et la CAM pour Olivier Bouba-Olga, c'est cette pensée unique du monde économique où pendant des générations on a pensé C pour compétitivité, A pour attractivité, M pour métropolisation et E pour excellence. Et il dit ces 4 trucs sont en train de gangréner et d'organiser finalement la lutte des territoires les uns contre les autres, et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut qu'on fasse. Alors d'un côté, lui dit ça, et de l'autre, nous, et c'est intéressant d'être au même lieu pour réfléchir ensemble, nous on montre que les territoires qui investissent sur leur maturité coopérative, il y en a quelques-uns, pas forcément à l'échelle de région, mais on le voit à l'échelle de bassin de vie. Oui. Les territoires qui se disent on va investir sur ce que j'appellerais avec des guillemets notre coopérativité pour faire écho à compétitivité, sont des territoires qui produisent du développement. Et le pari, et moi j'étais vraiment super heureux qu'on soit lauréat du projet du réseau rural français, d'abord parce que ça pérennise nos travaux pour 2 ans, donc c'est bien, mais aussi parce que faire un projet qui dit messieurs l'Europe, messieurs le ministère de l'Agriculture, puisque c'est les gestionnaires du fonds FEADER, on peut penser le développement par la coopération, et donc développons la coopération dans les territoires, on récoltera en résultat du développement. Voilà, on a été lauréat avec notre projet. Alors on est au début du chemin, hein, et il est long. Et il est sans doute semé d'embûches et avec sans doute des croisements où il faudra prendre la bonne route, quoi. Mais on avance sur ce chemin-là. La première question sur oui, est-ce qu'on a sur l'accompagnement. Non, vas-y. Oui, on le fait, et on le fait toujours avec 2 idées, parce qu'on n'a pas envie de... Enfin, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à
produire cette connaissance nouvelle sur la coopération et à la diffuser, à la mettre en œuvre. Donc les deux idées qui nous guident, c'est de travailler avec des gens qui, sont OK pour contribuer dans une démarche vraiment d'action-recherche. Et on aime bien dire d'action-recherche-réaction, parce que on part du terrain, on fait de la recherche ensemble et on la réinjecte sur le terrain. Donc voilà. Et puis des gens dont on sait qu'ils vont contribuer à cet effet boule de neige, quoi, cet effet papillon. Il y a encore une main qui se lève. Oui. Et puis, non, deux alors, peut-être. Parce que j'en ai vu une là-bas. Bonjour. Bonjour, j'ai bien compris l'idée de maturité coopérative. Mais sur une structure qui démarre, comment on peut arriver effectivement à éviter les écueils et à réinvestir les travaux que vous conduisez depuis un certain temps déjà? Individuellement, ça me semble pas trop compliqué, en tout cas on arrive à comprendre. Mais j'avoue que le mettre au pluriel, ça me semble très compliqué. Alors, peut-être on peut préciser une chose, c'est qu'on ne rencontre jamais les gens individuellement, on ne les rencontre que collectivement, puisque de toute façon c'est comme ça qu'ils mènent les projets, c'est comme ça qu'ils vivent. En fait, on est des êtres de relation, donc on est rarement seul. Un projet qui démarre, la maturité coopérative, le point de départ, c'est de partager ses représentations et ses subjectivités. Et donc, tout collectif qui démarre peut démarrer par ça et ne pas le faire individuellement, le faire tous ensemble. Et ça peut être fait aussi à n'importe quel moment de la vie d'un collectif. Je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse. Mais ça se décide. Mais ça se décide. Mais j'arrive pas. C'est-à-dire que... Ah, voilà. J'avais pas repéré où vous étiez, oui. Exactement. Mais de toute façon, ça se décide. On ne coopère pas si on n'a pas décidé de le faire. Ça fait partie des choses, si on les fait pas en conscience, et ça se fera pas tout seul. Et ça me permet peut-être d'appuyer un élément qui est que si on insiste autant par développement, par la coopération, c'est que jusqu'à présent, on utilise toujours des tiers objets pour développer la coopération. Ce que j'appelle tiers objet, c'est un projet, c'est une idée, c'est tout ce qu'on veut. Et on compte sur le projet, on va remettre un projet en espérant que les gens vont travailler ensemble. Et donc, il faut arrêter de penser que le projet peut faire le job à notre place. Et donc, il faut se saisir de la coopération en tant que telle. Et donc, c'est une décision. Mais à partir du moment où la décision existe, et on l'a très très bien vu dans des collectifs qui décident de coopérer, alors ils vont s'y atteler et ils vont y arriver. Mais il faut s'en occuper. Le projet, lui, il fera tout un tas de choses. Il va la mettre là en présence momentanément, mais une fois que le projet est terminé, la coopération, on n'a toujours pas développé nos aptitudes coopératives. Il y avait quelqu'un là-bas. Ma question, en fait, elle rejoignait un peu celle-là dans le cadre d'un projet qui est sur le départ. En fait, je me demandais si on pouvait... en quelque sorte, appréhender ou organiser sa croissance coopérative, parce enfin moi, je me considère comme un gros bébé coopératif, parce que voilà, les assos, bienvenue au tout club, ça, je pense qu'il y a du monde, il y a du monde. Voilà. La nurserie est pleine. Ça fait pas partie de mon apprentissage jusque-là, et on a quand même un projet d'habitat coopératif. Et j'aime bien savoir dans quelle sauce je me jette, en fait, et savoir si c'est juste une démarche donc d'une décision personnelle, ou est-ce qu'on peut anticiper en organisant les choses ensemble pour devenir des grands adultes coopérateurs. Oui, tout à fait. On peut se dire, on se lance dans quelque chose. On va regarder déjà comment on peut développer notre propre coopération ensemble pour être sûr d'être au service du projet. Mais on a un exemple. Enfin, je ne sais pas si on peut mais on parle d'ACDC aujourd'hui. ACDC, ils se sont dit. Alors c'est donc un groupement informel d'associations, et donc ils ont décidé de travailler aussi à leur maturité coopérative, et on a passé 3 jours avec eux. Avec des personnes des différentes structures pour travailler la maturité coopérative. Voilà, alors on en est à l'initiation, au balbutiement, mais c'est le début. Est-ce que ça fait partie des premières choses à mettre en place avant même de se lancer dans le projet, ou justement c'est peut-être un stimulant pour
Enfin, c'est un apprentissage en direct, en fait. Oui, c'est certainement, si on décide de coopérer réellement et de s'assurer que la coopération va nous permettre de réussir le projet, alors il vaut mieux s'y atteler. Et après, c'est des allers-retours. Hein. Vous avez vu ce principe de récursion, c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on fait le projet ensemble que on renforce ce qu'on apprend par ailleurs ensemble quand on décide de se mettre autour de la table pour réellement s'emparer de nos problématiques coopératives. Merci. Voilà. On prend encore 2 questions, on vient de voir, de manière à ce que la présentation justement d'ACDC puisse être organisée avec pas trop de retard. Pardon pour eux. S'il y a 2 questions, parce que s'il n'y en a plus... Oui. Ouais. Est-ce que dans vos itinéraires en Lot-et-Garonne, est-ce que vous êtes allé aussi sur des zones qui aujourd'hui sont économiquement et je pense aussi socialement dans de très grosses difficultés, notamment le Fumélois? Est-ce que vous avez rencontré là des initiatives, je dirais coopératives, qui donnent effectivement une autre image donc, par rapport à ces régions et par rapport à ces endroits qui sont en grande souffrance, ou plus généralement dans d'autres zones dont vous avez parlé? Oui, pas en Lot-et-Garonne particulièrement. L'itinérance en Lot-et-Garonne, elle était un peu particulière, puisqu'on n'est pas allé à la rencontre de collectifs coopératifs, on est allé à la rencontre de gens qui habitent le même lieu, le même village. Et la démarche était plus centrée sur l'identification de ces liens entre le territoire et la manière de le vivre. Mais là, on rentre du pays, de la région Grand Est. D'un point de vue économique, c'est une région qui a à peu près tous les indicateurs au rouge. On a passé un petit moment avec la ville de Joinville, qui doit avoir 28% de chômage, quelque chose comme ça. D'où leur volonté d'être territoire zéro chômeur de longue durée, et donc d'être à l'expérimentation de ce qui serait la 2e programmation de la loi d'expérimentation. Donc oui, on va voir des territoires... Enfin, nous, on cherche à aller dans des territoires... comment dirais-je? Nos 2 premières itinérances, vous avez compris qu'on est parti un peu, Anne et moi, avec un projet un peu dingue quand même, et sans rien demander à personne. Donc on a pris nos chaussures, nos sacs à dos, on est parti faire ça. Et donc nos 2 premières itinérances, Pays de la Loire, Drôme-Ardèche, on les a faites dans des endroits où on savait qu'il y avait beaucoup d'initiatives, parce qu'on n'allait pas avoir toutes les difficultés en même temps. La 3e itinérance, la 4e, la 5e qui va être en Auvergne, là on les fait dans des territoires qui sont beaucoup moins reconnus comme étant des lieux de bouillonnement d'initiatives. Parce que si on veut vraiment prouver qu'en développant la coopération, on produit du développement, et ben alors il faut aller là où on croit qu'il n'y a pas de développement, stimuler la mise en œuvre de coopération et revenir 2 ans après et se dire est-ce que ça a changé quelque chose? Et qu'est-ce que ça a changé, quoi. Et je pense que sur les itinérances qu'on va faire là pour le réseau rural, on a déjà vu avec celle dont on revient, on a rencontré une dizaine de collectifs et on se rend compte à quel point le brassage sur le territoire de tous ces collectifs qui réfléchissent de la manière dont vous avez pu voir là, il y en a certains... La semaine dernière, on est retourné pour une journée technique pour la région Grand Est. Et il y a des collectifs qu'on avait rencontrés 3 semaines avant qui se sont déplacés pour dire mais ça nous a mis en marche en fait complètement différemment. On a revisité notre collectif. Et d'ailleurs, est-ce que vous autorisez à ce qu'on s'approprie la manière dont vous y êtes pris? Alors on leur a dit bah oui, allez-y, c'est documenté sur le site, vous prenez. Et en disant on n'a pas pu être tous autour de la table quand vous étiez là. Et quand on raconte aux autres, en fait, ça fonctionne pas parce que c'est quelque chose qui se vit. Et en fait, c'est très important parce que la coopération, c'est un processus en fait dynamique. C'est ce qui se passe entre les gens au moment où c'est en train de se passer. Et donc, ils ont dit bon, on va le faire tout seul. On n'a pas besoin de vous en fait. Et pour nous, c'est essentiel parce que ça nous permet de voir qu'on peut recréer de la dynamique à des endroits qui pourtant étaient en grande difficulté.
Une dernière question? Non, ça a l'air tout bon. Peut-être que c'est à la CDC maintenant de prendre la parole. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup Merci pour à votre vous. écoute. Un immense merci, un moment de grâce. Bien, on va essayer de poursuivre sur les chemins de la coopération et on va très modestement, surtout par rapport à ce qui vient d'être dit, nous allons essayer maintenant de vous expliquer comment plusieurs structures de l'économie sociale lot-et-garonnaise au sein du collectif ACDC 47 coopèrent pour mieux faire connaître l'ESS et puis peut-être pour aller plus loin. Alors on va commencer avec Anne Dulouet, qui est à ma gauche, qui est donc co-gérante d'une SCOP Biocoop Prévert qui gère 3 magasins Biocoop à Agen et qui va nous relater les manifestations organisées par le collectif au cours des 4 dernières années. On va le faire ensemble. Oui, Ça marche? Oui. Donc, bonsoir. Donc effectivement, chaque année maintenant, depuis 4 ans, c'est la 5e cette année, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, on organise des événements pour faire découvrir à nos concitoyens lot-et-garonnais que l'économie sociale et solidaire, ça existe en Lot-et-Garonne et qu'il y a des choses qui se passent. Voilà. Donc en 2014, nous avons commencé avec une soirée débat autour de la finance solidaire qui s'est déroulée ici même, au Florida. L'année suivante, nous avons préparé une sorte d'itinérance, qui n'avait pas du tout la même forme que les vôtres, mais on a souhaité en fait faire découvrir concrètement ce qu'étaient les structures de l'économie sociale et solidaire. Et comme dans notre collectif, on est représentatif d'un peu toutes les formes qui peuvent exister, on a amené notre public visiter une SCOP, une coopérative, une association, tout ça sous forme d'un parcours ludique, gustatif. Voilà, une journée très sympathique. L'année suivante, en 2016, donc, nous avons abordé la thématique de l'énergie et nous avons fait une soirée, on va dire une petite soirée mini-salon et table ronde autour de cette thématique et notamment donc des énergies renouvelables et des énergies citoyennes. Et donc l'an dernier, 2017, on a voulu s'attaquer à un thème qu'on a trouvé assez ardu, qui nous a notamment amené du coup au projet dont on va vous parler ce soir. C'est le thème du numérique. On a voulu essayer de mettre en lumière les points positifs, les atouts, mais aussi les dérives possibles du numérique. Et puis on se posait la question de est-ce que le numérique, ça peut nous aider à mieux coopérer et comment? Voilà. Et la question reste compliquée. Les réponses ne sont pas forcément évidentes. Et on va passer la parole à André, donc de la SCOP Avenir Énergie Renouvelable, qui va justement faire la transition entre cet événement de l'an dernier et le projet qu'on souhaite lancer avec vous ce soir. Oui. Donc, de la coopération en haut débit, qui était le thème de l'an dernier, pourquoi effectivement ACDC a réfléchi à l'élaboration d'un livre blanc de la coopération en Lot-et-Garonne. En fait, c'est vrai que l'idée qu'on avait lancée dans la coopération à haut débit, c'est que tous, on voit bien que l'outil Internet est entré dans nos vies. Jusqu'à quel point est-ce qu'effectivement ça va nous aider à travailler ensemble, à coopérer ou pas? Donc après cette journée de réflexion, on s'est aperçu que même si Internet nous ouvrait au monde, il avait peut-être aussi tendance effectivement à faire en sorte qu'on voie moins son voisin et que ça pouvait être un piège.
Donc certes, Internet sera incontournable, mais c'est un outil, juste un outil. Alors on s'est dit, parce que tous, vous avez vu à CDC, on est dans tous les secteurs, de la culture, de l'économie sociale, dans le concret, des énergies renouvelables, l'agriculture. On a dit, ben, autour de nous, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des AMAP qui se créent, il y a des collectifs musicaux qui sont là dans le département et qui obligatoirement ne se relient pas entre eux. Et on a dit, ça serait peut-être bien d'aller les voir, de discuter ensemble. Et ce qui a été dit tout à l'heure, de définir avec eux ben, cet avenir commun qu'on voudrait voir naître dans notre territoire, peut-être insuffler un peu de démocratie directe. Je trouve qu'il y a un manque au niveau démocratique à l'heure actuelle. Donc on est ambitieux et on s'est donné 2 ans en faisant le tour de tous les territoires et de pouvoir effectivement rencontrer tous les gens tous les jours qui font plein de choses et qu'on ne connaît pas obligatoirement. Et on va essayer effectivement ben, de faire que ACDC, qui est un petit groupe de coopérateurs, s'agrandisse avec tous ces acteurs qu'on ne connaît pas mais qui sont actifs sur ce territoire et qu'on va rencontrer. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous faites quelque chose en lien avec la coopération, pour qu'on puisse échanger, discuter ensemble de notre avenir commun. Alors, je vais dire une phrase, j'en suis assez fier. Qui sait si les utopies d'aujourd'hui ne deviendront pas les réalités de demain? Donc, rebonsoir, Célia. Donc, moi, je coordonne l'association Au fil des Séounes. On a notre présidente, Thérèse Sagnal, qui est également présente dans la salle. Alors moi, en quelques mots, je vais vous dire le pourquoi. Bon, on a déjà bien avancé dans le pourquoi de ce projet. En fait, suite à ce qu'on a vécu au fil des années, et particulièrement l'année dernière, on a envie de construire ce livre blanc avec vous, avec nous, parce que c'est un projet ouvert. On a envie, voilà, on sait que notre territoire est très riche, qu'il s'y passe plein de choses. Ça, on en est convaincus. Et on a envie de mettre en lumière ces ressources et puis de les mettre en lumière aussi pour permettre de se projeter dans l'avenir. Donc on a envie de valoriser tout ce qui s'y passe, donc de faire des rencontres vraiment poussées, exhaustives sur le territoire pour permettre aussi d'aller plus loin, pour permettre la rencontre, la connaissance mutuelle et puis forcément des nouvelles choses sur ce territoire. Et puis évidemment, derrière tout ça, l'enjeu, c'est de contribuer à l'épanouissement de notre territoire. Donc, quand je dis le territoire, c'est Lot-et-Garonne, mais on a envie de l'aborder par des plus petites unités. Oui, donc ça, c'est un peu le comment. En fait, on souhaite organiser des temps de rencontres, d'échanges sur 5 bassins de vie lot-et-garonnais, donc la Genée, le Marmandais, le Villeneuvois, le Fumélois et l'Albret. Et l'idée sera de s'appuyer à chaque fois sur les acteurs locaux, sur les forces en présence, en fait, pour tenir compte des spécificités éventuelles de chaque territoire. Très bien. Donc, une petite précision, donc ce livre blanc ce soir, il est encore blanc, puisqu'il n'y a rien d'écrit, on est au tout début du projet. Ça va demander du temps, un petit cheminement, et du coup... Vous avez vu, on a super bien préparé. En fait, ce qu'on voulait vraiment faire passer comme message, c'est que volontairement, le collectif ACDC n'a pas figé les choses, n'a pas posé un cadre très défini, un petit peu quand même, mais pour pouvoir justement écrire cette histoire, ce mouvement avec vous et avec les co-auteurs qu'on rencontrera sur donc les bassins de vie du Lot-et-Garonne. Et donc vous dire également que si certains sont intéressés pour participer à cette histoire,
comment on pourrait dire, à cette aventure, parce qu'on peut parler d'aventure. Soyons fous. Ben, en tout cas, dès ce soir, à partir de ce soir, n'hésitez pas à venir nous voir, à faire en sorte de nous donner vos coordonnées. Je crois que c'est Sylvie qui va récupérer ça. Et on reprendra contact très rapidement avec vous. Et puis on s'organisera à ce moment-là. Voilà. Des questions? Peut-être quelques questions? Une, deux questions? La soirée fut longue. Une chose est sûre, moi j'ai juste envie de dire une petite chose, parce qu'après la présentation de Patrick et Anne, on est un certain nombre à avoir fait la formation sur la maturité coopérative. Ça nous a beaucoup travaillé. Donc je regarde Céline, Célia, Sylvie, Alexis, je ne sais pas si... Oui, il est encore là. Il y avait aussi Florent Beneteau, l'autre co-directeur, et moi-même. Ça nous a bien bousculé. Et sincèrement, ça donne vraiment envie de plonger dans cette dynamique et dans cette posture. Parce que c'est vraiment, faut vraiment le décider, effectivement. Et puis, voilà, on a envie de partager ça avec vous pour construire ce livre blanc. Et je le redis parce que c'est important, il est blanc parce qu'il n'est pas écrit. C'est pas parce que c'est la définition du dictionnaire de ce qu'est un livre blanc, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va boire un verre ou c'est ça, hein? Je vous sens bien. On va... Béatrice, elle va nous dire un petit mot. Béatrice, elle va nous dire un petit mot. Je crois qu'il est effectivement temps d'aller boire un verre ensemble et de se rassembler. Je voulais simplement remercier, donc vous remercier, vous, nos sociétaires, d'être venus ce soir à notre rencontre, de remercier nos intervenants, autant le collectif Ken et Patrick Beauvillard, pour la qualité de leurs propos sur le fait coopératif, et surtout, effectivement, Jean-Luc, le directeur du centre d'affaires d'Agen, et son équipe, une petite équipe formidable qui a préparé, avec effectivement l'ensemble des intervenants, cette belle soirée. Merci à eux.